sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, thérapeute, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode où on va se focus sur la thématique du sauveur. Donc dans le vocabulaire, dans la dialectique de Stephen Karpman, de son triangle dramatique, sauveur, victime, persécuteur. J'en ai déjà parlé plein de fois en analyse transactionnelle de ces positions-là. Mais aujourd'hui, je voulais qu'on fasse un petit focus sur cette position du sauveur parce que je sais que vous êtes beaucoup à vous reconnaître dans cette position du sauveur. Beaucoup d'entrepreneurs, entrepreneuses, beaucoup de femmes en particulier, beaucoup de professionnels de l'accompagnement d'une manière générale se retrouvent dans cette thématique du sauveur. Donc je me suis dit qu'on allait faire un focus sur cette position-là et notamment un focus sur l'historique, sur comment ça se construit, une position de sauveur, donc le parcours typique, hein. On s'entend que bien entendu, il y a des exceptions partout, mais il y a quand même une espèce de récurrence qu'on trouve dans le parcours comme ça, un petit peu typique, qui emmène à des positions de sauveur. 3 choses pour aller plus loin après cet épisode si tu veux aller plus loin. Dans la description, on te met tous les liens. Déjà une masterclass gratuite, un replay de masterclass gratuite que tu peux retrouver donc dans la description, qui est une masterclass d'1h30 sur comment on fait pour accompagner le syndrome du sauveur, donc plutôt pour les professionnels de l'accompagnement. Il y a tous les liens dans la description. Pour les pros de l'accompagnement, si tu veux aller encore plus loin, je le dis un petit peu à l'avance, mais comme je sais que les places vont partir vite, la promo 8 de la formation sur la posture, donc de la formation apprendre à être accompagnant ou accompagnante, ça reprend le 10 octobre avec cette promo 8 déjà. Donc là aussi, on te met les liens dans la description vers la page de la formation, si tu veux en savoir plus, vers l'appel découverte gratuit, si tu veux voir si c'est fait pour toi, si tu as des questions, etc. Et si tu es plutôt là à titre entre guillemets individuel, à titre particulier, eh ben écoute, la masterclass gratuite qui est dans la description, elle peut quand même t'intéresser parce que je vais dire quand même beaucoup de choses sur cette position du sauveur, donc tu peux quand même t'inscrire gratuitement pour recevoir ce replay. Si tu as besoin d'aller plus loin à titre individuel, c'est plutôt le coaching du coup qui va t'intéresser. On te met là aussi les liens si tu veux aller voir cette page du coaching, à quoi ça ressemble de travailler avec moi en coaching, et pour réserver ton appel découverte gratuit de 30 minutes, blablabla, blablabla, tu connais la chanson. Alors, pour illustrer, pour retracer cet historique, ce parcours typique de la position du sauveur, on va commencer tout court, par l'enfance. On va reprendre les choses dès le début. La position du sauveur, elle va démarrer sur un besoin de reconnaissance qui a été lésé quand on était enfant, ou qui a été perçu comme lésé quand on était enfant. C'est pas le seul besoin qui a été lésé, il y en a probablement d'autres. Chez les positions de sauveur, on retrouve souvent des besoins d'amour qui ont été lésés, des besoins d'écoute, des besoins de soutien, des besoins de présence, enfin bref, il peut y avoir plein de besoins qui ont été lésés, mais en tout cas, s'il y en a un qui est transversal à tous les profils, qu'on va retrouver dans toutes les positions de sauveur, c'est le besoin de reconnaissance. Comment on sait qu'il y a forcément le besoin de reconnaissance qui se trame là derrière, puisque la question de la reconnaissance, le besoin de reconnaissance, c'est le besoin de la position du sauveur, c'est le bénéfice secondaire que la position du sauveur permet d'obtenir. Donc on redémarre dans l'enfance avec ce besoin de reconnaissance qui a été lésé ou qui a été perçu comme lésé. Sur ce besoin de reconnaissance lésé ou perçu comme lésé, je vais enfin commencer à me construire mon monde, pour paraphraser Moni El-Kaïm avec les constructions du monde. Et donc, je le rappelle, on te met dans la description le lien vers l'épisode sur les constructions du monde si tu veux en savoir plus et comprendre ce que c'est. Cette construction du monde, ces constructions du monde vont se mettre en place par-dessus. C'est-à-dire que comme j'ai un besoin de reconnaissance qui a été lésé, au minimum, il y en a sûrement d'autres, je vais commencer à lire la réalité à travers un filtre. Et je vais commencer à me dire, mais oui, mais si je ne suis pas reconnue, c'est parce que je ne suis pas importante, c'est parce que je ne suis pas suffisante, c'est parce que je n'existe pas, c'est parce que je suis nulle, c'est blablabla. Donc, besoin lésé, c'est parce que je blablabla, et dans mon blablabla, c'est introduire la construction du monde. Donc évidemment, l'enfant A va se dire « Ah ben oui, mais si je ne suis pas reconnu, c'est parce que je ne suis pas important ». L'enfant B va dire « Ah ben oui, mais si je ne suis pas reconnu, c'est parce que je ne suis pas important ». L'enfant C va dire « Ah ben oui, si je ne suis pas reconnu, c'est parce que je n'existe pas ». On a différentes manières de se construire ce monde, mais t'as compris l'idée. Sur ce besoin de reconnaissance qui a été lésé, enfant, ou qui a été perçu comme lésé, je vais commencer à me
construire mon monde, et donc cette construction du monde, si tu m'as suivi déjà en parler ou d'autres professionnels en parler, tu sais que c'est un filtre, ça va te faire filtrer la réalité, les situations, les relations, et donc ça va se renforcer. Si tu m'as bien suivi, et c'est certainement le point le plus important à comprendre dans cet épisode de podcast, c'est le point le plus important pour comprendre cette position du sauveur, c'est que ce qui va se passer chez cet enfant fictif là, c'est qu'en fait, il va retourner la culpabilité contre lui. C'est pour ça que les deux constructions du monde de base de la position du sauveur, c'est je suis mauvais ou mauvaise et je suis coupable. En fait, ce qui se passe, c'est que l'enfant, il y a ce besoin de reconnaissance lésé ou perçu comme lésé, et en fait, il va se retourner la culpabilité contre lui, tout simplement pour donner du sens, en fait, à une situation qu'il vit enfant et à laquelle il ne comprend rien. Et la manière la plus abordable de donner du sens, c'est de se dire que c'est de sa faute à lui. Et ça, c'est le point capital à comprendre dans la position du sauveur, parce que le sauveur passe son temps à racheter une faute qu'il pense avoir commise quand il était enfant. L'enfant se dit « mon besoin de reconnaissance a été lésé », évidemment il se le dit pas comme ça, mais tu comprends ce que je veux dire. Il y a une construction du monde qui va commencer à s'enquister par-dessus, je suis pas importante, je suis pas suffisante, je n'existe pas, je suis nulle, je suis pas à la hauteur, blablabla. Il se retourne la culpabilité contre lui en disant, bien entendu, si je ne suis pas reconnue, c'est parce que c'est ma faute, c'est parce que je suis mauvaise, c'est parce que je suis coupable, c'est parce que je ne suis pas importante, c'est parce que je n'en fais pas assez, blablabla. Et c'est là qu'on va voir apparaître le début des stratégies d'endettement de la position du sauveur, j'en reparlerai après, qui sont vraiment intrinsèques à cette position-là. Et donc, cet enfant grandit, et puis il devient de plus en plus grand, il devient adolescent, il devient adulte, et nous voilà donc à l'âge adulte, qui est probablement le tien au moment où tu m'écoutes. Et donc, cet enfant devenu adulte avec une position de prédilection de sauveur, je rappelle position de prédilection, parce que quand on joue des jeux psychologiques, on utilise les 3 positions, mais il y en a une de prédilection. Si tu es intéressé par ce podcast, peut-être que c'est la position de sauveur chez toi. Adulte, je vais passer mon temps à tout donner pour la racheter, cette fameuse faute. Je dois racheter une faute, puisque, on l'a dit, c'est la base de cette position de sauveur, c'est la question de l'endettement, c'est la base, je suis mauvaise, je suis coupable. Donc, pour me racheter, je vais donner mon temps, je vais donner mon énergie, je vais donner mon argent, pourquoi pas, je vais donner ma disponibilité, je vais donner ma compréhension, je vais donner ma patience, je vais donner mon énergie. Alors les positions de sauveur, on les retrouve beaucoup là-dedans. Hein. C'est moi qui suis moteur, c'est moi qui suis dynamique, c'est moi qui suis le moteur du couple, c'est moi qui suis le moteur du groupe d'amis, etc., etc. Il va tout donner pour racheter cette fameuse faute qu'on ne sait pas si elle existe et qu'il ne sait pas vraiment ce que c'est, mais dont il a la sensation pourtant d'être responsable. Et j'insiste là-dessus, puisque la position du sauveur est une position, j'en ai déjà parlé, qui est une position sur-responsabilisée, qui a appris à prendre la responsabilité des émotions et des besoins de tout le monde avant les siens, de besoins. Et je vais même aller plus loin. Il a appris à prendre en charge et la responsabilité des besoins de tout le monde, si bien que ces besoins, lui, il n'en a fichtrement aucune idée de ce qu'ils sont et même de comment y avoir accès. Donc cette position de sauveur, on va la retrouver, et alors là c'est mathématique, ça fait des années que je vous ai en coaching sur ces sujets-là, tu demandes à des positions de prédilection de sauveur qu'est-ce qu'ils donnent dans leur relation, et ils répondent tous la même chose. Je donne du temps, je donne ma disponibilité, je donne ma compréhension, je donne ma patience, je donne mon énergie, je donne mon dynamisme, ça donne tout. En fait ça donne tout simplement, c'est que si tu te retrouves là-dedans, petit truc et astuce, c'est que si les gens te disent constamment merci pour ta patience, merci pour ta compréhension, merci pour ta bienveillance, merci d'être là pour moi, merci pour ta disponibilité, merci pour ton soutien, blablabla. Tous ces mots-clés qui sont la fiche technique de la position du sauveur, hein, c'est résumé la position du sauveur. En fait, si tu fais ça, c'est tout simplement parce que tu donnes ce que toi, tu aurais aimé recevoir quand tu étais enfant. Et que quand tu étais enfant, pour X et Y raison de ton système familial, tu as appris à le donner. Et c'est bien là toute l'ambiguïté de la position du sauveur, c'est qu'il donne en espérant qu'on va le lui rendre. Sauf que précisément, plus il le donne aux autres et moins, lui, il se met en position de le recevoir. Puisque c'est une position qui est basée sur des notions d'endettement. Et en fait, c'est ça qui se passe dans la tête de l'enfant, c'est de dire « moi, j'ai été lésé, donc si je donne beaucoup dehors, puisque c'est ma faute, si je suis lésé, je me suis retourné la culpabilité contre moi, je suis lésé, c'est ma faute, donc si je donne beaucoup dehors et que je rachète ma faute, on va forcément me le rendre. » Et ça, tu vas le retrouver à l'âge adulte, avec des positions de sauveurs qui vont passer leur temps à tout donner à tout le monde, en espérant que ça leur soit rendu. Ça ne vous le sera pas. En tout cas, jamais dans les proportions que vous attendez. Juste, tu donnes ce que toi, tu aurais aimé recevoir enfant. Du coup, c'est quoi les issues possibles de cette position de sauveur ? J'aurais 3 choses à dire. La première, c'est qu'on peut voir des switches réguliers dans des positions victimaires ou dans des positions de persécuteurs. C'est-à-dire soit le sauveur qui, épuisé d'avoir tout donné à tout le monde et qu'on ne le lui rende jamais à la hauteur de ce que lui donne, puisse switcher, basculer dans une position victimaire en disant « et j'en ai marre, et moi je donne tout à tout le monde, et personne me le rend, et c'est pas juste, et gna 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 ». Et on a basculé dans la position victimaire.
ou un switch plutôt dans la position du persécuteur. Ça, c'est le sauveur qui, une fois qu'il est à bout de nerfs et qu'il est lessivé, vous voyez, la position du sauveur, c'est un peu comme un torchon que vous avez vraiment tordu pour en récupérer la moindre goutte d'eau qui pourrait en rester. Au bout d'un moment, il est juste épuisé, lessivé, il n'y a plus rien, il a plus de jus, il a plus rien à donner. Et là, on peut le voir passer, si c'est pas en position victimaire, on peut le voir switcher dans des positions plutôt de persécuteur, qui, une fois qu'il est épuisé, il va dire « Bon, en fait, tout le monde m'emmerde, vous me faites tous chier, moi j'en ai ras-le-bol, j'ai tout donné à tout le monde, vous me rendez pas, je me casse. » Et donc du coup, les deux grandes issues de la position du sauveur, c'est évidemment l'épuisement, c'est des positions qu'on retrouve beaucoup dans des situations d'épuisement, ça peut être malheureusement dans le pire des cas des situations de burn-out, professionnels, parentaux, etc. Mais même si on n'arrive pas au burn-out, on va les retrouver dans des situations d'épuisement, puisque par définition, c'est une position qui n'a appris à n'être que dans le faire et pas dans l'être. C'est pour ça qu'il n'y a rien de plus con que d'aller dire à des positions de prédilection de sauveur « Oui, mais il faut que tu sois toi-même ». Mais le sauveur n'a aucune idée de ce que ça veut dire être soi-même. Il peut le comprendre avec sa tête, mais phénoménologiquement, il ne le sait pas. Il n'a pas pu en faire l'expérience quand il était enfant, de savoir ce que c'est d'être soi-même, puisque enfant, on lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il rachète une faute et donc qu'il s'occupe des autres pour la racheter, cette faute-là. Il n'a aucune idée de ce que ça veut dire être soi-même. Hein. Aucune idée. Donc, comme c'est une position qui n'a appris à n'être que dans le faire, et j'ai même envie de provoquer et de préciser, qui n'a appris à n'être que dans le faire pour les autres, et pas dans l'être, évidemment, position qu'on retrouve beaucoup dans des situations d'épuisement. Deuxième issue, c'est des positions qu'on retrouve souvent dans des phénomènes d'instabilité. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, en coaching, les positions de sauveur, ils viennent me voir, ils me disent « Moi, en fait, j'ai un problème parce que je suis instable. J'arrête pas de quitter mes postes. Je change tout le temps de travail, je change tout le temps de métier, je change tout le temps de clients, je change tout le temps de contrat, je change tout le temps d'entreprise. Ou je change tout le temps de relation, je change tout le temps d'amoureux, etc. Je suis instable. » Alors, évidemment, il peut y avoir des notions d'instabilité. Mais très souvent, chez les positions de sauveur, c'est pas de l'instabilité, c'est l'endettement, encore une fois. C'est une notion centrale, hein, c'est certainement le mot que j'aurais le plus répété dans cet épisode, mais c'est central, en fait, de comprendre cette notion de l'endettement dans la position du sauveur. En fait, c'est pas de l'instabilité. C'est que la position du sauveur, quand elle va rentrer en relation, la plupart du temps, c'est avec une position victimaire. Relation amicale, relation amoureuse, relation professionnelle, peu importe. Hein. Dès que la relation va commencer à être assez proche, affectivement parlant, on peut très facilement ressauter dans nos mécanismes et dans nos positions de prédilection. Donc, tu sautes dans ta position de prédilection de sauveur, en face de toi, possiblement il y a un persécuteur, peu probable, ça arrive bien entendu, c'est pas le schéma le plus fréquent, le schéma le plus fréquent c'est qu'en face de toi il y a une position victimaire. Forcément vous êtes copains comme cochons, puisque la position de sauveur c'est une position qui a appris à confondre être reconnu et être aimé, et qui a appris à anticiper les besoins et les demandes de tout le monde. Du coup d'ailleurs, petite parenthèse, parce qu'on les a souvent, tous les profils sauveurs sont pas des hauts potentiels intellectuels, c'est juste que vous avez appris, enfant, à réfléchir très très vite, avec un cerveau qui turbine à 8000 à l'heure, parce que vous avez appris à devoir anticiper les besoins et les émotions de tout le monde. Parenthèse. Et en face, t'as une position victimaire qui, elle, a appris à confondre se plaindre avec demander de l'aide, et qui du coup, de fait, ne demande jamais rien. Ne formule jamais de demande, ou alors formule des demandes absolument irréalistes et complètement extravagantes. Donc, évidemment, le tandem sauveur-victime, c'est un tandem qu'on retrouve très souvent. Tout ça pour dire que le sauveur rentre dans cette relation, il va endetter la relation. La position victimaire l'endette également, hein, bien entendu, c'est toujours co-construit. Dans une relation, quelle qu'elle soit, on dit souvent c'est 50-50, c'est pas 50-50, c'est 100%, 100%. Chacun est 100% responsable, c'est pas 50-50. Donc dans le duo victime-sauveur, c'est pas 50-50. Le sauveur est 100% responsable de l'endettement qu'il crée, la victime est 100% responsable de l'endettement qu'elle crée. Mais le sujet du jour pour nous, c'est la position du sauveur, donc on va zoomer là-dessus. Le sauveur, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne tout, il donne trop. Je provoque en disant ça parce que c'est une construction du monde qu'on retrouve souvent, l'insuffisance dans les positions de sauveur et qui va souvent se traduire par le trop et le pas assez. Il donne beaucoup, et donc la position victimaire qui est en face ne peut que se dire, surtout quand on sait l'archétype de construction du monde qu'ont les positions victimaires, je suis nul, je suis pas à la hauteur, je suis faible, je suis petit, je suis pas intelligent, blablabla. Quand le sauveur se met à donner beaucoup, et qu'en plus ces positions de sauveur, comme on vient de le dire, sont souvent des gens très très actifs, très énergiques, très dynamiques, très intelligents, qui réfléchissent très vite parce que vous l'avez appris en long, en large, en travers quand vous étiez enfant. La position victimaire qui est en face ne peut que se dire « je ne serai jamais à la hauteur de rendre tout ce que tu me donnes. Donc foutu pour foutu, ça sert à rien que je m'y mette. » Et donc, ça va creuser l'endettement. Au bout d'un moment, quand l'endettement est trop grand, quand le système est trop endetté, la position de sauveur peut ne pas avoir d'autre solution que de se dire « je suis obligé de quitter la relation, je suis obligé de couper le lien parce que c'est plus possible. » C'est plus tenable. Il y a trop d'écart, c'est trop endetté. J'ai trop donné et je n'ai rien reçu en échange, ou je n'ai vraiment trop peu reçu en échange.
Et ce schéma-là, tu le connais par cœur, parce que probablement tu l'as vécu enfant en fait. Et donc, des fois, ça peut expliquer que ces positions de sauveur aient la sensation d'être instables. C'est pas toujours de l'instabilité, c'est plutôt dû au fait que les relations et les situations sont tellement endettées qu'au bout d'un moment, on voit plus d'autre issue que de quitter son travail, ou de quitter son conjoint ou sa conjointe, de quitter son ami, voilà, bref, de quitter la relation, quelle qu'elle soit. Alors maintenant, tu arrives là et tu te dis cool. Je me retrouve très bien dans cette position de sauveur. Ce constat me parle beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a plein de choses. J'en parle beaucoup donc dans la masterclass accompagner le syndrome du sauveur, qui je le rappelle le replay est gratuit et disponible dans la description. L'enjeu principal de la position du sauveur, quand on va se mettre à y travailler, effectivement, l'enjeu principal, ça va être d'apprendre à être à soi-même son propre parent. Ce qui veut dire en français, psychologie systémique, ça veut dire fermer son territoire psychique. À ce compte-là, j'ai une deuxième replay de masterclass à te proposer dans la description, c'est celle sur l'affirmation de soi, je t'en parlerai après. Apprendre à être à soi-même son propre parent, c'est fermer son territoire psychique. Ça veut dire que l'enjeu principal de la position du sauveur, l'enjeu, c'est le bon mot, sur lequel tu vas devoir travailler, si tu reconnais là-dedans, ça va être d'apprendre à t'apporter à toi-même la reconnaissance pour sortir de la dépendance à l'extérieur. Ça, c'est l'enjeu. Ça, c'est l'objectif. Maintenant, évidemment, il ne s'agit pas de dire « Mais oui, mais il faut que tu apprennes à t'apporter toi-même la reconnaissance pour pas aller la chercher dehors, blablabla. » Certes. Mais si tu n'arrives pas à le faire, c'est pas parce que t'es nul, c'est pas parce que tu comprends rien, c'est pas parce que tu t'auto-sabotes ou je sais pas quoi, c'est pas parce que t'es maso ou que sais-je. Comme je le vois souvent des fois sur les posts Instagram, tu t'auto-sabotes. C'est pas de l'auto-sabotage, c'est que tu ne sais pas le faire. Tu n'as pas appris. Si t'as suivi tout mon épisode jusqu'ici, en fait, l'enjeu, c'est que quand on te dit oui, mais il faut que tu apprennes à te reconnaître toi-même, il faut que tu apprennes à être toi-même. Mais si tu as une position de prédilection de sauveur, tu ne sais pas le faire, tu l'as pas expérimenté enfant. On t'a pas appris ça. Okay. Comme les positions de persécuteurs n'ont pas appris ce qu'était la notion du respect. Et donc ils en ont besoin. C'est pour ça qu'ils se mettent à persécuter. C'est pas toujours ça, mais c'est un des bénéfices secondaires de la position du persécuteur. Dans la position du sauveur, j'ai appris à confondre être reconnu et être aimé. Il s'agit pas de se dire « Bon, maintenant je me reconnais moi-même » parce qu'en fait tu n'as pas pu faire l'expérience phénoménologique de ce que c'est de se sentir reconnu, puisque je le rappelle, ce besoin a été lésé ou perçu comme lésé. Donc, la question à 10 000 balles, c'est comment petit à petit, parce que ça va pas se faire en 24 heures, comment petit à petit j'apprends à me reconnaître moi-même sur quelque chose qu'on ne m'a pas appris et que du coup il faut que j'apprenne par moi-même. Donc déjà, petit 1, ça va pas se faire en 24 heures, faut être honnête. Ça va même pas se faire en 24 jours et ça va pas se faire en 24 semaines en fait. Pardon, c'est le moment pas rigolo du podcast, mais il faut être honnête 2 secondes. Ça va prendre du temps, c'est vrai. Mais quand je dis prendre du temps, ça prend pas forcément 50, 10 ans. En fait, l'idée, c'est de fermer ce territoire psychique. J'en ai parlé dans un épisode qui parle du territoire psychique. J'en ai parlé dans le replay de la masterclass gratuite Apprendre à s'affirmer. T'as tous les liens en description. Fermer ce territoire psychique, ça veut dire sortir de ces jeux psychologiques. Sortir de ces jeux psychologiques sauveur, victime, persécuteur. Ça veut dire déjà savoir ce que c'est, ça veut dire les comprendre, ça veut dire savoir reconnaître des invitations aux jeux psychologiques, et ça, c'est pas si simple que ça. On apprend à le faire en coaching avec moi et on apprend à le faire aussi dans les formations, dans ma formation sur la posture, parce qu'il y a beaucoup de cas particuliers, parce que c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a des bloqueurs de communication, parce que le jeu psychologique, il se joue sur 3 différents plans, bref, je te passe les détails, c'est pas si simple que ça, mais c'est important de l'apprendre. Déjà, il faut savoir les identifier. Il faut savoir reconnaître une invitation au jeu psychologique que tu as pu lancer ou qu'on te lance pour pouvoir la refuser. Évidemment, l'étape d'après, ça sera d'apprendre à formuler des réponses pour sortir d'un jeu psychologique ou pour ne pas y entrer. Évidemment, le grand enjeu de la position du sauveur, et c'est ça qui va demander le plus de travail, mais c'est une traduction de fermer son territoire psychique, c'est apprendre à poser des limites. Évidemment, ça c'est ce qui va être le plus compliqué pour le sauveur, puisque par définition, des limites, tu n'en as pas beaucoup. C'est justement pour contrer cette absence de limites que tu joues avec cette position-là de sauveur. Quand je dis tu joues, c'est au sens du jeu psychologique, pour reprendre le vocabulaire de Stephen Karpman. Un des trucs qui va être aussi très important pour la position du sauveur, ça va être d'apprendre à passer du temps à ne rien faire, ça va être d'apprendre à passer des temps à être dans l'être, justement. Et petit à petit, d'aménager des espaces où je suis pas toujours en train de faire, de donner. Tous ces enjeux-là, toutes ces pistes-là, elles peuvent se résumer dans le langage systémique par fermeture du territoire psychique, effectivement. Ce territoire psychique, je le rappelle, c'est les contours, entre guillemets, de l'intégrité psychique, c'est-à-dire c'est ce qui délimite le dedans et le dehors. Donc ça s'appelle construire des limites. Sauf que construire des limites, effectivement, c'est pas si simple. Ça va demander
d'aller entre guillemets sur le terrain, ça va demander d'expérimenter, ça demande un petit peu de connaissances entre guillemets théoriques pour, comme je le disais, comprendre un petit peu ces jeux, savoir les repérer les invitations, formuler des réponses, te connaître toi, quelles sont tes positions de prédilection, qu'est-ce qui peut trigger ceci, cela, tes constructions du monde, blablabla. Et une fois qu'on a bien cette connaissance de soi, des choses qu'on travaille en séance, après il faut effectivement aller se confronter au réel 2 minutes et accumuler des situations où petit à petit, tu vas voir, tu vas sortir de ces jeux psychologiques. C'est pas du jour au lendemain tu vas plus jouer au sauveur. C'est que là où avant tu joues au sauveur 10 fois sur 10, petit à petit tu vas y aller 9 fois sur 10, 8 fois, 6 fois, 3 fois, 2 fois, et petit à petit tu vas de moins en moins aller dans cette position de sauveur. Petit à petit, tu vas poser des limites. Et c'est la métaphore des 3 petits cochons. C'est-à-dire que ces limites, tu vas les poser en paille, tu vas te les faire défoncer, tu vas les reconstruire en bois, tu vas te les faire défoncer, tu vas les reconstruire en briques, tu vas te les faire défoncer et tu vas les reconstruire une dernière fois en briques. Et peut-être que là, des fois, les murs vont trembler, peut-être que ça peut être un peu ébranlé par des situations vraiment très spécifiques qui peuvent te trigger, mais là, ce que tu feras, c'est du travail de réajustement, c'est du travail de rénovation de ta maison, entre guillemets, de tes murs, de tes limites, et le travail de rénovation, il est beaucoup moins coûteux, il est beaucoup moins long que le travail de construction. C'est très important que l'environnement extérieur puisse faire tomber ses limites. Je sais, c'est pénible, c'est fatigant, c'est coûteux quand on est en train de faire ce travail-là, je le sais, mais c'est important, parce que c'est parce que l'environnement et les situations et les relations autour de toi vont faire tomber ses limites que tu vas pouvoir réajuster et dire « Oh, waouh, ok, là, j'ai vraiment pas été assez ferme, je vais reconstruire cette limite avec plus de fermeté et je vais la mettre plus proche de moi. » Ou à l'inverse, te dire « Bon, là, j'ai un petit peu exagéré, ça mériterait que je lâche un petit peu du lait. Je vais la reconstruire, mais un peu plus loin de moi. J'ai été trop dur, là, j'ai voulu me protéger, j'ai été un peu trop dur. » Et tout ce travail-là, de construction, déconstruction, construction, déconstruction, construction, reconstruction, réajustement, c'est ça qui petit à petit va faire que le territoire psychique sera fermé, que du coup, il va délimiter le dedans et le dehors. En français, pour les positions de sauveur, ça veut dire que tu seras capable de parfaitement différencier tes besoins des besoins des autres, tes émotions des émotions des autres, tes valeurs des valeurs des autres, etc. etc. Et ce n'est que à ce moment-là, que tu pourras dire « là, je suis moi-même et donc là, je suis à ma place ». Sujet récurrent des positions de sauveur, n'est-ce pas ? La difficulté à trouver sa place, à se sentir à sa place, tu ne peux pas te sentir à ta place quand le territoire psychique, il n'est pas 100% délimité, puisque c'est lui qui délimite le dedans et le dehors. Donc, quand tu auras fait tout ce travail-là, et que ce territoire psychique qui sera fermé, et qui sera solide, et que les limites elles seront solides, et que ça aura fait bouger beaucoup de choses à l'extérieur de toi, là tu vas petit à petit arriver à dire « Ok, là je suis moi-même, là c'est ça qui me plaît, ça c'est mes envies, ça c'était les tiennes, ça c'est mes besoins, ça c'était les tiens, ça c'est mes valeurs, c'est ma vision, c'est mes envies, c'est mes rêves, tout ça c'était à toi. » Parce que je différencie le dedans et le dehors. Et donc une fois que ce territoire a pu différencier, a pu être construit, solide et différencier le dedans et le dehors, et bien c'est là que j'arrive à dire « C'est ça moi-même, et c'est ça ma place. » Alors j'espère que cet épisode il t'a plu, j'espère qu'il t'aura aidé, peut-être que j'ai pris plein de notes sur ce truc-là. Pour aller plus loin, je récapitule, parce que j'ai cité plein de liens, ils sont de toute façon tous dans la description. 2 épisodes de podcast pour aller creuser, celui sur les constructions du monde, celui sur le territoire psychique. Bon, j'en ai fait plein également sur le triangle de Cartman, etc. Tu peux les retrouver. 2 masterclass dont les replays sont gratuits. Ça dure 1h30 à peu près à chaque fois pour creuser. Celui sur apprendre à s'affirmer, vraiment plutôt focus sur tout ce qui est fermeture de territoire, poser des limites, affirmation de soi. Et la deuxième, accompagner le syndrome du sauveur, plutôt pour les pros de l'accompagnement, a priori, mais pourquoi pas à titre individuel, ça peut t'intéresser. 2 offres, 2 accompagnements possibles si tu veux aller plus loin, soit le coaching sur mesure à titre entre guillemets individuel. Si tu veux travailler sur tous ces sujets-là, si tu as envie / besoin d'être accompagné dans cette fermeture de territoire psychique, dans tout ce process. Si tu es professionnel de l'accompagnement, il y a la formation sur la posture, apprendre à être accompagnant ou accompagnante. Évidemment que toutes ces thématiques de sauveur, on les voit en long, large et en travers pendant la formation, puisque c'est une thématique qu'on retrouve très souvent chez les professionnels de l'accompagnement. Nota bene, je dis ça comme ça, les professionnels de l'accompagnement qui donnent tout, qui donnent tous leurs conseils, qui donnent tout leur temps, les séances qui débordent, qui durent une éternité, les réductions de tarifs, être disponible tout le temps en interséance, blablabla. Vous vous reconnaissez, je suis sûre. La formation donc à la posture, apprendre à être accompagnant ou accompagnante. Prochain démarrage le 10 octobre, mais les places vont partir vite puisqu'elles sont limitées, comme d'habitude, à 12 élèves grand maximum pour la promo 8 déjà de cette formation. Je
te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.